Merci. Alors, on attend tout, ou presque, de la ville intelligente. La Smart City est pleine de promesses. Alors, on sait avec le politique et la ville, c'est vraiment étymologiquement à l'origine de la politique, que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. D'où l'intérêt de se poser ces questions à propos de la ville numérique. Alors, on nous dit quoi? On nous dit la Smart City va nous permettre de relever les enjeux de la ville de demain. Et c'est vrai que les enjeux, les défis qui se posent aux villes sont énormes. On a la ville, c'est vraiment un sujet qui est au cœur non seulement de l'aménagement, mais de la vie des habitants. Hein. Ceux qui m'écoutent le savent encore mieux que moi. 54% de la population mondiale vit dans les villes. En 2050, sans doute de 70 à 75%. Ça pose d'énormes défis, et notamment des défis globaux auxquels tout le monde est confronté, qui sont les défis environnementaux, les défis de consommation, de congestion, de pollution, des défis sanitaires, des défis sécuritaires, des défis de relation avec l'usager. Donc, on nous annonce que la Smart City va nous permettre de réduire la facture énergétique et l'empreinte carbone, que grâce à elle, la voirie, les centres-villes vont se retrouver décongestionnés, que la pollution va être réduite. On parle donc de villes fluides, de villes propres, de villes écologiques. On nous annonce aussi que grâce à la Smart City, on va pouvoir sécuriser les rues, les bâtiments, rendre les transports plus sûrs, sécuriser également les personnes. C'est une optique qui est largement déployée à Londres, dont on connaît le nombre de caméras de surveillance. On nous promet donc une ville sûre, confortable pour tout le monde. On nous promet aussi la dématérialisation des services, leur personnalisation, leur accessibilité 24 heures sur 24. C'est ce qu'on appelle la e-administration. Le fait est que maintenant, c'est tout à fait normal pour un administré de pouvoir suivre le parcours de son permis de construire déposé en ligne, de pouvoir recevoir un SMS sur son téléphone quand son passeport est prêt. C'est des services à la fois personnalisés, souples, très agréables pour l'administré, sans doute aussi pour l'administration, qui a comme ça une valeur ajoutée et un rapport plus direct avec le citoyen. On nous promet donc une ville accessible, une ville servicielle. On nous dit aussi que le numérique va permettre, et c'est souvent vrai, hein, on va le voir, de mutualiser des services, de réduire des coûts. Alors le fait est que c'est souvent plus rapide d'envoyer un mail sur une immense mailing list que d'envoyer des courriers. Et ça, c'est qu'un exemple. Hein. On nous promet donc une ville économe, frugale, comme si le numérique allait permettre de cost-killer les charges de l'administration. Et puis, on nous promet aussi une ville citoyenne où le dialogue serait permanent, où l'administration se rapprocherait du citoyen pour entretenir avec lui un dialogue à la fois descendant, c'est le maire vous parle, mais aussi le maire vous écoute. Alors je pense, puisque nous vous parlons, nous deux, depuis Paris, à la plateforme mise en ligne par Anne Hidalgo qui s'appelle Madame la maire, j'ai une idée. Alors Madame la maire, j'ai une idée, et puis je peux vous la dire de n'importe où, puis vous allez me répondre, etc. Alors ça, sur la réduction des coûts, c'est pas forcément flagrant, parce que au lieu d'écrire une lettre à la main avec une vraie idée à son maire, on peut recevoir des tonnes de SMS et puis des tonnes de messages qui sont un petit peu impulsifs. Donc,
Est-ce que vraiment derrière il y a une vraie mutualisation ou réduction? Là aussi, il faut à chaque fois se poser la question. Je dirais bêtement, il faut se poser avec la ville numérique, je vais dire dans un premier temps ville numérique puisque je pose la question de son intelligence, il faut se poser des questions tout simplement de bon sens. Et quand on vous fait comme ça des promesses qui sont à la fois sur une ville fluide, une ville propre, une ville écologique, une ville sûre, une ville économe, une ville frugale, une ville démocratique, une ville participative, une ville en fait parfaitement désirable, il faut toujours se rappeler que utopie, ça veut dire la ville qui n'existe pas. Donc, cette ville intelligente, il faut se poser des vraies questions de bon sens et s'interroger sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence dans une ville. Alors, la question que j'entends souvent quand on parle de ville numérique ou de ville intelligente, beaucoup de gens me disent « Ah oui, mais ça va être Big Brother ». Alors, pour recadrer mon propos dans la perspective, je pose la question de la pertinence de l'intelligence du numérique en ville, bien sûr, mais je ne suis pas anti-techno, sinon je ne me serais pas penchée aussi longtemps sur les nouvelles technologies. Donc j'aurais tendance à dire, la ville fait sa transition numérique comme tous les secteurs d'activité. Il faut comprendre que le numérique, ça n'est pas un secteur d'activité, c'est un outil transversal qui, je mets des guillemets, s'attaque à tous les secteurs d'activité. Le numérique a atteint l'imprimerie, la presse, la musique, la distribution de produits, les boutiques, les grands magasins, la vente par correspondance. Eh bien, le numérique attaque, si j'ose dire, la ville. La ville fait sa révolution numérique. C'est la nouvelle révolution industrielle du XXIe siècle. Il n'y a pas à se poser la question de est-ce souhaitable ou pas souhaitable, c'est ainsi. Est-ce désirable ou pas désirable? Eh bien, ça va dépendre de ce qu'on en fait et c'est pour cela qu'il faut interroger cette notion de ville intelligente. Alors, je dis ça pourquoi est-ce que la ville doit ou non faire sa transition numérique? La ville, elle est déjà numérique. La ville, c'est un territoire depuis toujours, depuis Babylone, c'est un territoire d'échange et de réseau. C'est ça qui caractérise l'URPS, la ville. Et les aménageurs le savent bien. On a des réseaux d'électricité, de gaz, des réseaux de téléphone, des réseaux d'eau potable, des réseaux d'assainissement. Nos trottoirs couvrent un territoire de réseau. Pour le numérique, c'est pareil. Sous les trottoirs, c'est-à-dire en défonçant les trottoirs, on fait passer de la fibre optique. Sur les toits des villes, eh ben, nos villes deviennent, je dirais, hérissées d'antennes. On a les antennes de la téléphonie mobile et comme nos opérateurs se mettent pas d'accord, on a les antennes de Bouygues, d'Orange, on a les antennes de tout le monde, on a des antennes Wi-Fi, on a partout des objets connectés, des puces, des tags. Alors, j'insiste sur ce point, il faut oublier ce mot de virtuel qui fait croire que le numérique, c'est immatériel, c'est léger, ça pollue pas, ça coûte rien. C'est évidemment complètement faux. Non seulement il faut défoncer des trottoirs pour faire passer la fibre optique, en plus il faut administrer les réseaux derrière. Les centres serveurs, ce qu'on appelle communément des data centers, ce sont quand même de mini petites centrales nucléaires qui dégagent une chaleur absolue et qu'il faut réfrigérer, qui occupent des emprises foncières. Le département de Seine-Saint-Denis est le plus grand département d'Europe, ça ne veut rien dire, mais le plus grand
la plus grande collectivité d'Europe en termes de concentration de data centers, et il y a des programmes d'aménagement foncier pour prévoir ces centres serveurs. La téléphonie mobile, j'imagine que vous le savez bien, ça déclenche l'inquiétude des citoyens. Dès qu'on met une antenne en haut d'une école ou face à une crèche, vous avez des collectifs de riverains, des parents d'élèves qui s'inquiètent euh, pour la sécurité sanitaire de leurs enfants. Les villes sont obligées de mettre en œuvre des conférences citoyennes, des réunions d'information, de la concertation. Elles concluent des chartes de téléphonie avec les opérateurs. Euh, Rien de tout cela n'est immatériel. Un exemple, un chiffre, en France, l'on considère, parce que souvent, le numérique est difficile à chiffrer, hein. On parle de ville intelligente, on parle de montants d'investissement qui souvent sont colossaux, mais alors les chiffres varient quand même légèrement du simple au double. Alors on considère maintenant en France euh, que on va investir euh, à peu près 2 milliards d'euros pour déployer 1 700 000 kilomètres de fibre optique. Alors, ce déploiement qui est prévu d'ici 2020 permettrait de couvrir 70% de la population. Donc, pour couvrir 70% de la population en France, c'est-à-dire assurer la desserte de tous les territoires par le très haut débit et la fibre optique, c'est 1,7 million de kilomètres de fibre. Pour toucher l'ensemble des populations, il faudrait 5 fois plus, parce qu'évidemment, plus les populations sont disséminées, dispersées, plus elles sont difficiles à trouver, à toucher, pardon. J'insiste aussi pour dire rien de virtuel. L'aménagement numérique, ce sont des schémas directeurs d'aménagement numérique que tous les départements en France ont l'obligation de faire. Pour l'instant, seulement 90% des collectivités ont bouclé leur schéma départemental d'aménagement numérique. Ce schéma départemental d'aménagement numérique doit être élaboré en cohérence avec la stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique, dont le petit nom est SCORAN. Ces SCORAN, donc ces schémas régionaux d'aménagement numérique, peuvent faire l'objet d'un contrat de plan entre l'État et la région. Vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Avec le virtuel ou l'immatériel, on fait comme des bons gros projets d'aménagement urbain classiques tels qu'on les connaît. On dit donc, et j'insiste, le mot virtuel fait énormément de mal à la compréhension du numérique. Il faut garder en tête donc que le numérique, eh bien, c'est des outils, c'est du réseau et c'est de l'aménagement. Par ailleurs, il y a un réseau qui se déploie tout seul et à une vitesse absolument fulgurante. C'est le réseau des habitants ultra connectés. On a tous, ou presque, ou en tout cas très bientôt tous, des mini-ordinateurs portables dans nos poches, c'est les smartphones. Les smartphones sont des terminaux numériques mobiles. On va avoir des montres connectées, on va avoir des lunettes connectées, on a du numérique dans nos voitures, on a du numérique sur les Vélib ou tous les vélos en libre service qui sont déployés dans de nombreuses collectivités en France. Le numérique est partout. C'est ce qu'on appelle le numérique pervasif ou ubiquitaire. Le numérique bouge et crée un réseau absolument dense, un maillage du territoire qui émet des informations. Non seulement vous recevez des appels sur votre smartphone, mais vous signalez votre présence, vous envoyez des informations et vous nourrissez le réseau et votre téléphone sert de relais au réseau des réseaux. Il y a donc une dimension physique et une dimension de génie civil
dans le numérique. Il y a une dimension schéma d'aménagement, stratégie, plan de développement. Il y a une dimension citoyenne de concertation et d'information sur le réseau, sur les capteurs, sur les antennes de téléphonie mobile. Et il y a une dimension importante, c'est la dimension financière et l'investissement. Il y a des règles à respecter. Le droit à la fibre existe pour tous de la même façon que tout le monde, chacun avait droit à l'antenne. Le droit à la fibre est totalement inspiré du droit à l'antenne, qui permettait à tout le monde de recevoir la télévision. C'est donc un aménagement coûteux, qui demande du génie civil et qui demande aussi des investissements et un plan d'aménagement. Alors la ville numérique, difficile de dire précisément ce que c'est. Mais je dis la ville est d'ores et déjà numérique et le numérique transforme la ville. Alors, transforme la ville, je dirais dans deux manières, indépendamment de ces lourds réseaux que je viens d'évoquer. Alors d'abord, ce qui change beaucoup pour les professionnels de l'urbain, c'est de nouveaux acteurs qui vont jouer un rôle dans la ville. Et alors ces nouveaux acteurs, ils déboulent pas sans bruit. Eux-mêmes s'appellent les barbares. Alors c'est une appellation volontairement choquante, mais c'est ce qu'on appelle les GAFA. Alors les GAFA, c'est quoi? C'est les Google, Apple, Facebook, Amazon. C'est tous ces nouveaux entrants qui ont développé très rapidement une activité uniquement fondée sur le numérique. Et alors ça change la vie en ville. On le voit bien, on en a beaucoup parlé dans la presse récemment, par exemple Uber. Uber par rapport aux taxis. Alors, ça change tout dans la ville. C'est d'abord les taxis se mettent en grève, donc ça c'est tout à fait visible. Et puis les gens changent d'habitude aussi un petit peu. Vous, moi, on se dit tiens, peut-être le taxi collectif, peut-être je suis en banlieue, si je savais d'abord le prix de ma course, peut-être c'est plus fluide. On visite les villes évidemment autrement. On se pose la question maintenant, oui, mais alors tous ces gens qui achètent des studios, qui mettent en location de façon permanente sur Airbnb, c'est quand même de la concurrence déloyale vis-à-vis de l'hôtellerie. Et puis, en fait, c'est pas un logement qu'ils ont acheté, mais c'est un produit marchand. Le covoiturage, l'autopartage, la façon d'acheter au lieu d'aller dans votre petite librairie de quartier, vous achetez des livres sur Amazon, puis même vous les revendez sur Amazon. Et puis vous regardez tout sur Google avant d'aller dans une adresse que vous connaissez pas, vous regardez sur Street View, et puis vous reconnaissez. Tout ça change l'appréhension de la vie, tout ça change étonnamment beaucoup le rapport de vous et moi à la ville. Alors ce qui change, c'est ça, c'est ces nouveaux entrants qui font que chacun de nous a un rapport de plus en plus médiatisé par le numérique, c'est-à-dire hybridé entre l'approche numérique et l'approche réelle. D'abord, je vais chez Booking.com, sur Booking.com, et après, je vais visiter Athènes. Mais ce qui change aussi, pour les professionnels de la ville, c'est que ils étaient habitués à traiter avec Vinci, Veolia, Eiffage, les grands opérateurs de l'aménagement urbain. Mais maintenant, ils ont affaire à Cisco, Steria, Google, IBM, Intel, j'en oublie sans doute, et puis d'autres qui se manifestent de plus en plus. Et c'est compliqué aussi pour eux d'apprendre à parler à ces nouveaux interlocuteurs. Ces nouveaux interlocuteurs, d'abord, sont assez forts. Pendant la Coupe du Monde de football à Rio,
pitié, ne me demandez pas l'année, mais c'était très récemment, IBM a monté à Rio une véritable war room. Il y avait 80 personnes en permanence derrière des écrans de contrôle. Donc c'est un déploiement à la fois de technologie et de moyens auxquels les professionnels de l'urbain ne sont pas forcément habitués. Et puis, il y a évidemment quelque chose qu'il faut voir, c'est qu'on en est au tout début du numérique. Le temps de transformation des technologies numériques est étonnamment rapide et en tout cas beaucoup plus rapide que celui de la décision politique et de la décision administrative. Donc, on a du mal à suivre la course. Et eh bien, hier, c'était mon Dieu, mon site internet, mon chat, il faut que je le fasse dans ce qu'on appelle maintenant le multi-device, qu'il soit compatible avec le téléphone mobile et puis avec ma tablette. Bon, il y a 2 ans, personne n'avait de tablette. Maintenant, tout le monde a une tablette. Demain, plus personne n'aura de tablette. Donc, l'évolution de ces usages, quand on construit un immeuble, on va dire, je vais faire un immeuble hyper connecté, mais on met 5 ans à faire sortir de terre un immeuble. Il y a 5 ans, Twitter commençait ses premiers balbutiements. Donc, c'est à la fois très difficile de voir comment on va fabriquer cette ville, sachant que le numérique, on en est sûr, va être au cœur des évolutions de la fabrique de la ville, mais quel numérique et sous quelle forme, c'est évidemment difficile à prévoir. Alors, j'ai dit, la ville intelligente est pleine de promesses. Quel impact elle a sur les transports? Moi, j'aimerais bien commencer à parler de la ville intelligente et de l'impact sur les transports avec une petite anecdote pour montrer qu'on peut être intelligent avant même le numérique. L'anecdote que je raconte, c'est 1975. Alors, pour les vraiment plus vieux d'entre nous, et je me compte dedans, le 2 août 75, il y avait 600 000 véhicules à l'arrêt sur les routes de France. Il y avait 600 kilomètres de bouchons, bouchés. Tout le monde à l'arrêt, moteur éteint. Scandale. Toute la presse titre sur cette congestion des routes en France. Le ministère des Transports se dit on va faire quelque chose et il invente Bison Futé. Bison Futé, l'année suivante, 1976, 25% des automobilistes ont écouté Bison Futé. Résultat des courses, 73% de bouchons en moins. Ce qui veut dire qu'on peut être un smart bison sans numérique. Ce qui veut dire aussi, et chacun le sait maintenant, que plutôt que de construire une voie supplémentaire sur une route pour désengorger, si on met un système d'information, eh bien, sans travaux énormes de génie civil, sans expropriation des riverains, on arrive à fluidifier la circulation. Sirius, sur le périphérique parisien, fait beaucoup plus qu'une 5e voie de circulation sur cette autoroute urbaine. C'est valable pour Marius à Marseille ou Coralie à Lyon ou tous les systèmes d'information. Le numérique permet aussi, c'est un levier important pour l'intermodalité. Je sais, arrivé à cette station de métro, que le bus va bientôt arriver. Je sais que le car va passer dans un quart d'heure, ce qui me laisse peut-être le temps de faire un détour par la boulangerie pour aller chercher le pain. Surtout, le numérique est un outil important qui fait levier sur l'autopartage, les véhicules collectifs. On le voit avec les Blue Car, Bluely, les véhicules électriques en autopartage qui se généralisent dans les villes en France. L'autopartage, c'est
9 fois moins de véhicules utilisés, et c'est d'autant plus de places de stationnement dans les villes. C'est donc un levier important qui n'en est qu'à ses balbutiements. Bientôt, nous aurons des routes connectées. Une expérimentation démarre en 2016 en Île-de-France, en Isère et sur la rocade bordelaise. 20 millions d'euros pour cette expérimentation de routes qui envoient directement des informations à votre voiture. Et puis, bien sûr, évidemment, bientôt la voiture sans conducteur. Et là encore, je pense qu'elle arrivera avant que la réglementation et la loi n'aient été transformées. Donc, une voiture sans conducteur, je ne suis pas complètement sûre que on pourra conduire en ayant bu 3 verres de trop, parce que la réglementation n'aura pas forcément suivi. Ça pose de vrais problèmes réglementaires. Et là encore, c'est comme pour la décision politique ou administrative, elle va un peu plus lentement que la révolution technologique. Et enfin, j'insiste, la révolution des transports, c'est aussi peut-être le loisir de ne plus utiliser les transports. Donc tous ces espaces de coworking, les tiers-lieux dont vous avez souvent entendu parler. Alors, là aussi, je nuancerais, c'est aussi quelque chose qu'il faut interroger. Depuis les années 80, on parle de télétravail. On dit, oh là là, même il y a plus longtemps que ça, quand on construisait les villes nouvelles, on disait c'est formidable, les gens vont pouvoir aller construire des villes à la campagne, plus se déplacer, téléphoner de chez eux, travailler de chez eux. Oui, peut-être bien sûr, mais dans les mœurs, et notamment dans les mœurs de ceux qui vous emploient, les choses ne sont peut-être pas passées aussi vite qu'on le pensait. Quel impact pour l'environnement? Là aussi, on promet des villes frugales, qui vont pas consommer une électricité qui sera utilisée le plus justement possible, et puis des voitures qui se rechargent rapidement dans des bornes libre-service, et des smart grids qui non seulement vont distribuer l'énergie, mais en plus vont être capables de faire circuler l'électricité que vous aurez fabriquée vous-même avec votre éolienne, votre hydrolienne ou votre toit solaire. Oui, bon, très bien. Je ne nie pas l'intérêt des smart grids. Ce qu'on appelle smart grid, c'est les réseaux de distribution de l'électricité intelligents, les réseaux de distribution d'énergie intelligents, qui à la fois permettent de lisser la consommation, de l'ajuster et même d'agréger de la production électrique locale. D'ici 2017, le programme Nouvelle France industrielle prévoit entre 75 et 135 millions d'euros d'investissement pour déployer des smart grids en France. C'est donc quelque chose auquel on croit et qui permettra de lisser, encore une fois, la consommation d'énergie. Alors pourquoi disais-je oui, bon, très bien? Parce que pour l'instant, si on suit la courbe actuelle, notre consommation d'Internet atteindra en 2030 la même consommation d'électricité que l'humanité tout entière en 2008. C'est quand même des proportions qui font un petit peu peur. Un autre chiffre pour donner un petit peu la mesure. Un data center, vraiment le data center moyen, standard, consomme autant d'électricité qu'une ville de 50 000 habitants. Les data centers, c'est aujourd'hui 9% de l'énergie consommée en France. Je finis par un dernier chiffre. La production de déchets électroniques, c'est-à-dire nos téléphones que nous jetons tous les 2 ans, par exemple, ou tous ces petits gadgets dont vous ne savez plus que faire, et notre notre production de déchets électroniques augmente de 4% chaque année. Alors une fois qu'on a ces chiffres-là en tête, on se dit, pour l'instant, les nouvelles technologies
consomment beaucoup plus d'électricité qu'elles ne nous en font épargner. C'est pour ça que je dis, posons la question, ou en tout cas interrogeons la notion de smart grid et la notion de réduction énergétique grâce à la ville intelligente. Alors, la ville intelligente, la ville numérique, la ville de demain, c'est des transformations spatiales. On le voit sur les trottoirs avec les nouveaux services, le Vélib. On le voit pour les magasins, notamment dans les zones périurbaines, les drives, l'explosion du nombre de drives en zone périurbaine qui change un petit peu la physionomie des zones périurbaines et puis qui vont peut-être occasionner une mutation de ces centres commerciaux énormes qui maintenant non pas périclite, mais dont le modèle économique mérite d'être parfaitement réinterrogé. C'est des transformations de flux avec des nouvelles logistiques, avec le commerce par Internet. C'est des nouvelles infrastructures, ces data centers, ces réseaux partout. C'est de nouveaux usages avec les tiers-lieux, les espaces de coworking, même l'habitat participatif, des nouvelles façons de construire la ville, de fabriquer la ville. On parle aujourd'hui de wiki-building. C'est aussi pour ceux qui travaillent dans les collectivités territoriales de véritables mutations. D'abord, on n'a plus la même relation. Le numérique provoque toujours une horizontalisation, si vous me permettez ce barbarisme, des relations. C'est-à-dire que le système pyramidal de donneur d'ordre à exécutant se trouve un petit peu chamboulé. Maintenant, je vais prendre un exemple pour rendre mon propos peut-être plus rapide et plus parlant. C'est en Angleterre qu'est né le système Fix My Street, que Paris a repris très récemment avec un service qui s'appelle Dans ma rue. Vous sortez de chez vous et vous voyez que on a tagué une grossièreté sur le mur d'en face. Avec votre smartphone, vous prenez le tag en photo, vous l'envoyez à la ville et vous dites nettoyez-moi ça. Alors, c'est éminemment déceptif si derrière la logistique ne suit pas. Évidemment, c'est-à-dire que le citoyen fait l'effort d'envoyer, il attend un service personnalisé, réactif. Il y a même pas quelques années, quelques mois, les services de propreté de la ville fonctionnaient avec une feuille de route qu'on leur donnait pour la semaine suivante. Évidemment, un système comme Fix My Street ou comme Dans ma rue à Paris chamboule complètement l'organisation puisque celui qui a fait l'effort de vous envoyer la photo, il s'attend pas à ce que ça soit inscrit sur la feuille de route de l'agent d'entretien dans 3 semaines. Et c'est l'agent d'entretien qui lui-même aussi peut signaler des choses et donc fabriquer, contribuer à sa propre feuille de route. C'est-à-dire que l'information, comme pour tout ce qui est numérique, devient à la fois ascendante et descendante, plus seulement pyramidale, c'est-à-dire descendante, mais bottom-up, c'est-à-dire ascendant. On signale et ça implique de la transversalité. Autre exemple, pour être parlant, vous proposez une carte géolocalisée sur mobile des installations sportives. S'il y a une piscine dans la commune d'à côté, c'est pas parce qu'elle est sur la commune d'à côté que votre système de guidage cartographique va l'ignorer. Par conséquent, la ville X peut tout à fait faire la promotion des équipements Y. Il y a donc effacement des frontières hiérarchiques, des frontières administratives. Il y a ouverture des données, le temps me presse, donc
Je ne suis pas sûre, mais on va l'aborder dans les questions. Mais justement, ce changement d'organisation implique une vraie révolution culturelle pour les services. Alors, on parle beaucoup de participation que favorise la relation nouvelle de l'administré à l'administration avec la e-administration, la concertation, le dialogue en ligne. On parle aussi beaucoup de l'open data. Alors, l'open data, c'est quoi? Alors, d'abord, il faut le dire, c'est une obligation pour toutes les collectivités publiques depuis 2005. Toutes les collectivités publiques, c'est-à-dire l'État bien sûr, mais les collectivités territoriales, les agences étatiques, doivent transmettre leurs données. Ça parle de quel principe? Ça part du principe que les données que vous, moi, n'importe qui, tout le monde laisse à l'administration lui appartiennent. C'est un bien public qui, en tant que tel, mérite d'être considéré comme un patrimoine public. Donc, l'État a créé Etalab en 2011 et une plateforme qui s'appelle DataGouv sur laquelle les collectivités versent leurs données. Alors, je dirais en forme de boutade que la donnée en elle-même ne donne rien. Hein, c'est pas parce que vous avez des tableaux Excel infinis de données que vous allez réussir, vous, à en faire quelque chose. D'ailleurs, on a fait des expérimentations et on s'est aperçu que la data toute seule, on savait pas trop quoi en faire. En revanche, on n'imagine pas la créativité énorme des communautés de développeurs sur le terrain, qui eux sont capables de s'emparer des données. Donc là aussi, ça induit pour les organisations une véritable révolution culturelle. Avant, la SNCF, par exemple, restait assise sur ces données en disant non, non, mais un jour j'en ferai quelque chose de toutes mes données voyageurs. Résultat, en région Île-de-France, on pouvait avoir les horaires des bus, mais on n'avait pas les horaires des Transiliens. Alors, pour développer l'intermodalité, tout cela est un peu compliqué. Maintenant, cette révolution culturelle, elle est quand même apparue, elle arrive, et donc l'intermodalité qu'on attend pour la fluidité des transports se nourrit de ces données, ces jeux de données qui sont libérés et qui permettent à ceux qui savent les manipuler, qui savent les rendre productives, de faire des applications de transport multimodal, de développer de nouveaux services, de nouvelles façons d'utiliser le transport en hybridant, en croisant les données des vélos en libre service, de l'arrivée des bus, capable de dire si telle rame de métro est plus chargée qu'une autre. Voilà, donc cette façon de libéraliser les données, elle est très emblématique de cette révolution culturelle des villes, de cette ouverture, de cette mutualisation qui va avec le numérique. Quand on pousse cette logique assez loin, on arrive à ce qu'on appelle l'open government. L'open government, on a entendu parler de ça avec l'élection d'Obama en 2008. C'est maintenant on va faire de la démocratie ouverte. Alors on n'est même plus dans la participation, on est dans la co-construction. Alors avant, il y avait l'information, puis après la consultation, puis après la participation. Maintenant, on est dans la co-construction, c'est-à-dire qu'on va faire la ville ensemble. On fait des budgets participatifs, on demande aux gens de proposer des idées, de co-construire avec eux. Alors évidemment, tout ça pouvait se faire avant, sans outils numériques, mais l'outil numérique est favorable à ça. C'est un vrai levier pour développer ça. Là encore, c'est une révolution de la relation de l'administration à l'administré.
Et puis, il y a, dans cette même logique de co-construction, des villes qui font aussi appel. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'elles délèguent leur rôle à la société civile et à la communauté des utilisateurs et des citoyens des services numériques, avec le crowdfunding. Alors le crowdfunding, en bon français, c'est le financement participatif. Il y a énormément de services dont j'aurais envie de vous parler si j'avais le temps, et j'espère qu'on le fera. Mais je voulais mettre l'accent sur le crowdfunding. Pourquoi? Parce que beaucoup de collectivités territoriales aujourd'hui se tournent vers le crowdfunding et en attendent beaucoup. Alors sans doute parce que l'argent public ne coule plus à flot, si tant est qu'il ait jamais coulé à flot, et que évidemment chacun est plus soucieux et économe du denier public, et par conséquent on se dit le financement participatif, finalement si tout le monde met 1 euro, à la fin ça fait beaucoup d'euros que la subvention publique n'aura peut-être pas besoin de mettre. Alors il y a ça, mais puis il y a aussi le fait d'associer vraiment les citoyens à des vrais projets d'investissement. Alors, on pourrait dire que c'est anecdotique. Oui, en France, le crowdfunding pour les collectivités territoriales, c'est anecdotique. Mais en Allemagne, ça ne l'est pas du tout. 50% des infrastructures éoliennes ou solaires sont financées de façon participative par les citoyens. Au Danemark, la loi impose que 20% du parc éolien appartiennent à des particuliers. Et pour atteindre ces 20%, ils ont utilisé le financement participatif. J'achète un bout ou un pal d'éolienne. Vous allez me dire, est-ce que c'est de la ville intelligente, ça? Mais oui, c'est de la ville intelligente. Parce qu'il faut se dire, mais ville intelligente, alors finalement, revenons à notre sujet. Ça veut dire quoi? Alors, d'abord, ville intelligente ne veut pas tout à fait dire smart city. J'explique. La smart city, c'est vraiment le nom utilisé par les grands opérateurs de l'ingénierie numérique. Smart city, c'est IBM, c'est Cisco, Steria, Intel, je ne les cite pas tous, mais je pourrais. C'est des systèmes d'information intégrés qui gère la ville de bout en bout. L'éclairage, la sécurité, la distribution d'énergie, la circulation des automobiles, les feux rouges, les transports publics, la collecte des déchets. Donc il y a plusieurs évidemment modules, mais un système, une gestion des aménités urbaines intégrée dans un grand système d'information. La question qu'il faut se poser, c'est que tout système d'intégration intégré et propriétaire a une durée de vie et que l'obsolescence de la technologie informatique et des systèmes d'information, elle est sans doute plus rapide que la durée de vie de nos monuments et de notre voirie et de nos artères non pas les vôtres et les miennes, mais des artères de nos villes. Je disais tout à l'heure que la révolution numérique va beaucoup plus vite que la décision politique et administrative. C'est vrai, son obsolescence va aussi beaucoup plus vite que la décision politique et administrative, que l'acte des villes. Donc, on a ces grands systèmes d'information intégrés, et puis on a beaucoup d'autres exceptions. On a ce que la Grande-Bretagne a appelé la ville en transition,
qui repose beaucoup sur des initiatives citoyennes. Les systèmes économiques locaux, les CEL, là, cette monnaie locale, qui sont un peu les bitcoins en quelque sorte, l'énergie avec des éoliennes, des toits solaires, le tri, le recyclage, l'autopartage, les AMAP. On a ce qu'on appelle les villes en bien commun. C'est Brest en France qui est la première à lancer ça, qui propose une économie de l'innovation, du partage, non pas de la collectivisation, parce que ce mot a vraiment mauvaise presse, mais du partage, ce qu'on appelle le jardin partagé, l'économie des ressources. On a des villes frugales qui veulent vraiment éviter de consommer et faire une réduction des déchets à la source. On a des villes créatives, des Fab Labs, on a beaucoup de choses qui hybrident en fait, beaucoup d'usages, beaucoup d'initiatives locales, beaucoup de systèmes. Dans ce sens-là, je dirais que la ville intelligente, c'est une mythonymie. La ville est intelligente quand ses habitants sont intelligents, quand ils sont capables de s'emparer des services qu'on leur propose et même de les améliorer, de les upgrader, comme on dit en informatique, et de les reverser au pot commun. De cette façon-là, ville intelligente. Alors, il ne s'agit pas de piloter une ville numérique comme si on était dans un cockpit et voilà, et qu'on pilotait un univers un peu virtuel. Il s'agit bien d'administrer une cité avec des citoyens et des gens et des groupes d'intérêts dont les intérêts sont forcément divergents. C'est ça, une ville. Hein. C'est plusieurs, ça va avec ses frottements, avec ses difficultés. C'est donc permettre cette hybridation de puissants systèmes d'information qui vont permettre de voir la ville autrement, qui vont permettre non seulement de voir la ville physique, mais qui vont permettre de l'appréhender en termes de flux. Donc d'avoir une vision de la ville différente, une vision de la ville fondée sur la dynamique, qui vont aussi permettre de voir les différentes temporalités de la ville, de voir que la ville se comporte pas pareil aux heures de pointe, qu'à midi, que les jours fériés, qu'en plein milieu de la nuit. On a tendance à dire, ah bah oui, la vie nocturne, la ville festive en ville, mais non, pas du tout. La vie nocturne en ville, c'est des gens qui travaillent le plus souvent. C'est les 3-8, c'est des gens qui vont faire les ménages dans les bureaux. Donc, le numérique permet d'avoir des appréhensions plus fines de la ville, non seulement physiques et statiques, mais dynamiques et temporelles. Dans ce sens-là, c'est un nouveau regard, une nouvelle façon de modéliser la ville. Peut-être, évidemment, que dans ce sens-là, les promesses de la Smart City, parce que la Smart City, elle vous promet non seulement de voir ce qu'on pouvait pas voir avant, mais aussi de modéliser la ville, c'est-à-dire presque de prédire ce qui va se passer. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant si on est capable d'hybrider ça. L'hybridation, c'est un mot très important dans le numérique, par l'innovation dans les usages qui va beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait croire, car ce sont souvent les utilisateurs eux-mêmes qui détournent la façon d'utiliser les outils numériques pour en faire d'autres usages. Personne n'aurait cru qu'on enverrait autant de SMS et qu'on en enverrait bien plus qu'on ne passe de coups de fil. Et pourtant, c'est le cas. Et aussi la façon dont les citoyens s'emparent et utilisent ces technologies pour aussi peser sur la construction de la ville, sur la fabrication de leur ville, sur les services dont ils ont besoin. Et il faut vraiment, pour faire une ville intelligente, faire avec l'intelligence de ceux à qui on s'adresse et faire un système intégré qui s'hybride avec une innovation ascendante. J'espère que j'ai été claire, que j'ai l'impression d'avoir peut-être survolé quelques sujets, mais je compte sur vos questions pour pouvoir peut-être préciser quelques points avec vous.
Oui, effectivement, nous avons quelques questions. Merci beaucoup pour cette visite guidée de la Smart City. Alors, en fait, la plupart des demandes portent sur des exemples. Est-ce qu'il y a des programmes ou des réalisations qui vous ont marqué ou qui vont émerger bientôt et qui vous semblent particulièrement intéressantes à suivre, alors que ce soit en France ou à l'international, hein, je pense peut-être par exemple à la Chine ou d'autres pays. Alors, il y a énormément de choses dont on parle et on parle un peu toujours des mêmes. Ça va des exemples de tout petits bouts de quartier qui méritent d'être observés à ce qu'on nous présente comme des villes énormes, nouvelles, entièrement connectées. En France, on cite toujours Isigrid, c'est-à-dire le quartier d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine à côté de Paris, qui propose une réduction de la consommation énergétique et une capacité d'agréger l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque produite dans le quartier. Sauf erreur de ma part, c'est Cisco qui est intervenu, mais je fais peut-être erreur, pardon, donc je ne veux pas citer l'opérateur, dans Isigrid. Alors Isigrid, à Issy-les-Moulineaux, c'est 2000 logements, 5000 habitants, hein, donc on est vraiment à l'échelle d'un quartier. Il y a le tout nouveau boulevard connecté de Nice, qui lui est fait par Cisco, et qui met des capteurs partout pour gérer la circulation, les feux rouges, l'éclairage urbain. On en est au stade de la démonstration, on n'en est pas au stade d'une ville entièrement connectée, d'autant plus quand on est sur une ville ancienne. Il y a le quartier Vauban à Fribourg en Allemagne, qui est intéressant à suivre. Il y a BZ au sud de Londres. BZ, c'est Beddington Zero Energy Fossil Development. Donc, c'est comment faire une ville avec zéro énergie fossile. Ce ne sont pas des villes, ce sont des quartiers. C'est ce qu'on appelle en France des éco-quartiers. Tout petit bout d'éco-quartier est un petit bout de ville intelligente. Le problème, c'est que ce sont souvent des quartiers nouveaux, donc c'est évidemment plus facile de faire ça à partir de rien qu'à partir de villes déjà existantes. C'est pour ça que c'est peut-être intéressant de regarder l'évolution du boulevard connecté à Nice. Et puis, il y a ces grandes villes qui sortent de terre. On parle toujours de Songdo. En Corée ou de Masdar dans les Émirats. Alors Masdar, on est sur une échelle de 6 km et demi. Là non plus, c'est pas forcément 6 km et demi carrés, hein. C'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler une ville. Et pourtant, c'est vraiment présenté comme tel. Songdo, on est sur un territoire un petit peu plus grand, hein, même c'est 53 km². C'est là qu'on a des gratte-ciel absolument incroyables, avec la tour d'Incheon qui va faire 487 mètres de haut. C'est une ville entièrement nouvelle, c'est une ville entièrement connectée, avec des toitures végétalisées, des panneaux solaires, la gestion de l'énergie, la collecte pneumatique des déchets, le traitement des eaux de pluie, des véhicules autoguidés. Très bien, j'allais dire très bien, formidable. Est-ce que on peut faire ça à Londres, à Paris, dans toutes les villes anciennes, Lyon, Strasbourg? La question se pose, mais c'est ce qu'on appelle ville intelligente comme ça, en citant, je dirais, c'est plutôt des monstrateurs, c'est-à-dire des espaces où les grands opérateurs numériques font la preuve du concept.
mais on a Nantes, par exemple. Nantes, elle n'utilise pas forcément le numérique. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'exemple du poulailler urbain. Alors, s'il y a bien quelque chose de pas technologique, hein, c'est bien le poulailler urbain. Le poulailler urbain, c'est quoi? Ben, c'est mettre des petites poules en bas d'un immeuble pour bouffer des déchets. C'est incroyable le nombre de déchets que peut avaler une poule, en fait. Et et alors, Nantes, pourquoi je cite Nantes? Parce qu'elle a reçu un prix, elle a été désignée capitale verte. Et capitale verte, ça mériterait le nom de ville intelligente. Mais alors, et bien sûr, il y a beaucoup de choses numériques, mais ce qui a été remarqué, c'est un poulailler urbain, une serre dans un tunnel, des ruches au milieu d'un rond-point, des AMAP. Donc les AMAP, c'est des circuits agricoles courts qui vous permettent d'acheter vos légumes directement aux producteurs. Des conserveries de quartier pour mettre vos légumes en conserve. Des toilettes sèches publiques. Des composteurs de quartier, des réservoirs d'eau de pluie. Alors, c'est pas de la nouvelle techno, ça peut même sembler un peu retour vers le futur, hein, tout ce que je viens de vous raconter. Et pourtant, ça peut aussi être considéré comme un exemple de ville intelligente. D'accord. Nous avons une autre question qui demande quels sont les ouvrages, alors que ce soit des livres, des thèses ou des rapports, qui permettraient d'avancer. Alors bon, évidemment, ma première réponse est la Smart City en des questions, c'est territorial. Un ouvrage capital, qui fera date dans la compréhension de la Smart City. Mais est-ce que vous auriez d'autres bibles, on va dire, de la... Alors, des bibles, il y en a pas tant que ça. Moi, je conseille d'abord d'essayer de comprendre quelle est la logique du numérique et comment ça marche. Alors, il y a Antoine Picon. Antoine Picon, c'est un grand professeur polytechnique, Ponts et Chaussées, grande université américaine que je ne citerai pas car j'ai peur de me tromper d'université et je ne voudrais pas commettre d'impair, qui a écrit 2 livres sur la Smart City, dont un avec un titre qui est presque plus provocateur que le mien pour cette conférence, qui est Smart Cities, théorie et critique d'un idéal autoréalisateur. Vous voyez, je ne suis pas la seule à poser des questions. Suivi d'un autre livre en 2014 du même Antoine Picon qui s'appelle La ville des réseaux, un imaginaire politique. Comme ça, tout est dit. C'est des ouvrages non pas stratosphériques, mais quand même qui posent des questions. On en est encore au stade de l'interrogation théorique. Moi, je vous engage aussi à regarder le livre de l'École des ingénieurs de la ville de Paris, qui, contrairement à ce que son nom indique, ne forme pas du tout seulement des ingénieurs de la ville de Paris, que nombre d'entre vous doivent connaître, j'imagine, qui a consacré une université d'été en 2012 au numérique et qui a fait un petit livre qui s'appelle Numérique et génie urbain, qui permet de comprendre ce que c'est que l'aménagement numérique. Internet Actu, formidable site pour comprendre le numérique, porte mal son nom parce que Internet Actu, ça ne montre pas du tout que ça parle de bien d'autres choses que du numérique. Donc si vous tapez sur vos moteurs de recherche Internet Actu et Smart City, vous allez trouver beaucoup de choses. Il y a un des très bons dossiers aussi dans Millénaire 3. Millénaire 3, c'est le centre de prospective du Grand Lyon qui consacre beaucoup d'articles à la ville numérique. Que pourrais-je vous citer d'autres Non, il y a un petit peu déficit de livres sur la Smart City. Beaucoup d'articles, beaucoup de choses à comprendre, d'articles critiques sur la Smart City. Je vous engage également à lire les ouvrages, c'est assez philosophique, mais si ça ne vous fait pas peur, de la grande géographe Saskia Sassen,
qui a conceptualisé les villes-mondes, ces villes qui fonctionnent en réseau dans une économie mondialisée. Et cette sociologue et géographe Saskia Sassen, S-A-2-S-E-N, s'intéresse de plus en plus à la Smart City et à ce que le numérique va changer dans la citoyenneté urbaine. Et je crois pour compléter que la Gazette.fr a également fait un dossier sur les Smart Cities. Deux petites questions encore et je vous... D'excellents dossiers dans la Gazette des communes sur la ville numérique, absolument. Donc deux petites questions et nous pourrons retourner vaquer à nos occupations. Une question sur l'émergence de la Smart Municipalité. Est-ce qu'on en a besoin? Parce qu'en fait, la Smart City bouscule les rapports de force entre les élus locaux et les usagers. Est-ce que vous pensez qu'on va voir émerger une Smart Municipalité? Alors, j'espère. Mieux vaut une smart municipalité qu'une bêtasse municipalité. Pour l'instant, c'est quand même un petit peu un instrument de communication, hein, le dialogue participatif. Pareil, comme pour la concertation, que beaucoup d'entre vous connaissent bien, on connaît bien la concertation bidon, hein. On fait la concertation parce qu'on est obligé de faire la concertation. Et puis, on a un modèle repoussoir, et puis, bon an, mal an, bon, on vous a concerté, puis on fera quand même le projet. On peut faire tout pareil avec la e-administration. Pour moi, j'espère ne pas me tromper sur le sens de votre question, mais la smart municipalité, comme tout ce qui est smart, ça demande de déployer beaucoup d'énergie, ça demande d'avoir une relation à l'administré personnalisée et très réactive, et d'accepter vraiment d'intégrer l'usager comme en tant que meilleur expert de ses propres besoins. Donc oui, bien sûr, sachant que la municipalité est pas là non plus pour faire une ville servicielle qui considère son administré comme un client et qui saura que c'est pas celui qui dégaine le premier qui a raison. C'est-à-dire que on peut pas donner raison à tout le monde et on peut pas plaire à tout le monde. Et la smart municipalité, c'est celle qui arrive à la fois à conjuguer un service personnalisé avec son administré tout en défendant l'intérêt général, c'est-à-dire le consensus politique. Très bien. Et dernière question, un internaute nous signale qu'il a lu une interview du PDG de Cisco qui parle d'un accord avec l'État français pour tout ce qui est développement de recherche sur les villes intelligentes. Est-ce que vous en avez entendu parler? Vous avez entendu parler d'autres gros monstres qui arriveraient sur le marché? Alors, gros monstre, oui, c'est peut-être un peu... est-ce que Veolia et Eiffage sont pas des gros monstres? Est-ce que la Générale des Eaux, la Lyonnaise des Eaux, en leur temps, n'étaient pas des gros monstres? Pour autant, on avait l'habitude. Alors, c'est pas parce que ça s'appelle Cisco. J'ai entendu parler de ça sur l'aménagement de routes intelligentes. Peut-être est-ce de cela qu'il est question, c'est-à-dire, mais en fait, ça n'est guère différent qu'une délégation de service public. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire un accord avec l'État? C'est très vague, hein. L'État, c'est quoi? De quel ministère parle-t-on? De quelle administration? Voilà, il faudrait être un petit peu plus précis que ça. Bien sûr, l'État va pas construire avec ses petites mains, puis ses mains de plus en plus petites, hein, si j'ose dire, des équipements. Donc, il y aura des marchés faits. Une chose pour ceux d'entre vous qui font des délégations de services publics ou justement qui font des accords avec des opérateurs, il faut, j'espère que c'est ce qui sera fait partout, décorréler le service de la donnée. C'est-à-dire veiller à ce qu'on puisse changer d'opérateur, récupérer les données et assurer pour les administrés la continuité de service. Donc, est-ce que j'en ai entendu parler précisément? Pas de celui-là, puisque je ne sais pas de quel accord il s'agit, mais j'allais dire Cisco, Eiffage, c'est pareil. Pas de raison, c'est pas parce qu'on change de secteur d'activité qu'il faut prendre peur.
Très bien, merci. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et puis merci pour la présentation très très claire. Nous voici donc arrivés à la fin de ce rendez-vous expert. J'espère que maintenant tout le monde y voit un petit peu plus clair. Quant à nous, nous nous retrouvons tout début juillet pour un prochain rendez-vous expert qui portera sur la performance énergétique des bâtiments, vu cette fois-ci à travers le prisme des normes. Donc j'espère vous y retrouver nombreux. D'ici là, bonne journée.